première table ronde. J'invite à venir prendre possession des petits fauteuils rouges qui sont sur la salle. Donc, Jessica Boire-Masson, directrice de l'expertise des politiques publiques à l'ANA. Madame Marie Spratt, présidente de la commission attribution, mixité et gestion sociale pour l'Union sociale de l'habitat. Monsieur Hugo Marlien, directeur de l'innovation et de la transformation chez le bailleur Orvitis, en Côte d'Or. Et Benjamin Zimmer, donc délégué, CEO de Silver Alliance. Et monsieur Joachim Pasquet, directeur de Coabilis. Je vous invite, j'espère que les micros, je suis pas sûre que les micros soient allumés. Alors, nous allons parler de bien vieillir chez soi. Quelles formes peuvent prendre ce bien chez soi? Alors, le français, et ce constat est partagé dans d'autres pays européens, envisagent de bien vieillir dans leur domicile, d'y rester le plus longtemps possible. Donc, une nouvelle aide verra le jour en 2024, MaPrimeAdapt. Et du coup, je me tourne vers vous, Madame Boire-Masson. Peut-être nous présenter les objectifs de cette aide, ses principes. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, on est en train de travailler sur la mise en place de MaPrimeAdapt, qui n'est pas complètement une nouvelle aide, puisque l'ANA dispense déjà depuis un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années, des aides à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie. En revanche, l'objectif était de pouvoir simplifier et regrouper toutes les aides de niveau national. À la fois donc l'aide de l'ANA Habiter Facile, l'aide de la CNAV Habitat et Cadre de Vie, ainsi que le crédit d'impôt à l'adaptation des logements à la perte d'autonomie, de manière à ce que, un peu de la même manière que ce qu'on a travaillé sur MaPrimeRénov', on puisse regrouper les aides de niveau national. Donc MaPrimeAdapt, qui verra le jour, qui sera opérationnel à partir du 1er janvier 2024, c'est une aide à destination des propriétaires modestes et très modestes, de 70 ans et plus, mais aussi des personnes handicapées, avec un certain nombre de conditions d'accessibilité aussi pour les personnes de moins de 70 ans qui auraient du coup une perte d'autonomie avérée. L'objectif de MaPrimeAdapt, c'est bien d'entrer dans cette dynamique de prévention qu'Odile rappelait et qui transparaît bien dans les différents politiques publiques depuis un certain nombre d'années. Mais là, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir marquer cet axe de prévention, ce qui fait que à partir du 1er janvier 2024, une personne qui a plus de 70 ans, mais qui n'a pas encore de perte d'autonomie avérée, pourra demander, sans condition de GIR, des aides pour adapter son logement. Pour mettre en place MaPrimeAdapt, aussi, on est parti sur à l'ANA, on sait que le modèle d'accompagnement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, dans le travail qu'on a fait avec les tutelles, c'était aussi de rendre obligatoire cet accompagnement, sachant qu'aujourd'hui, sur Habiter Facile, dans certaines conditions, on peut ne pas passer par un AMO pour solliciter l'aide à l'adaptation. Là, au regard aussi de la fragilité du public de personnes âgées, des risques de fraude ou d'arnaque qu'on peut constater presque au quotidien dans divers champs, c'était vraiment important de poser cette obligation d'accompagnement. L'aide sera distribuée à la fois en France métropolitaine, mais aussi dans les DOM. Donc, on est en train de travailler justement pour pouvoir ouvrir les aides aux propriétaires occupants pour MaPrimeAdapt dans les DOM. Et je revérifie si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Non, on a dit qu'on était bien sous condition de ressources. Et puis, du coup, pour les personnes de moins de 70 ans, il faudra effectivement qu'elles puissent justifier d'une perte d'autonomie. Donc, pour l'instant, on est sur les GIR 1 à 4 et on est en train de discuter pour essayer
pousser un petit peu. Et Jessica, quelles sont un peu les attentes autour de son déploiement? Quelles sont selon vous les conditions de réussite du déploiement de MaPrimeAdapt? Par rapport au déploiement de MaPrimeAdapt, vraiment pour nous, la condition de réussite, c'est l'appropriation de ce nouveau cadre par l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, et puis quelque part aussi la structuration de l'ensemble des acteurs du réseau, dont les acteurs qui apportent à la fois le conseil, l'orientation et l'accompagnement tout au long du projet de travaux des ménages. Et pour le coup, on compte bien sur le réseau des ADIL pour aussi accompagner du coup l'ensemble de cette dynamique, sachant que les objectifs en termes de chiffres vont augmenter d'année en année, qu'on a déjà augmenté les objectifs Habiter Facile pour 2023. L'année dernière, on était à entre 25 et 30 000 et on passe à 40 000, un objectif à 40 000 pour cette année. Et puis, on va aller progressivement d'année en année en augmentant ces objectifs pour aller jusqu'à 80-90 000 à la fin du quinquennat. Donc, vraiment, la structuration de l'ensemble de la chaîne au niveau des parties prenantes et notamment aussi au niveau des professionnels du bâtiment avec une offre qui doit aussi se structurer. Et comme ça a été souligné dans le cadre de l'étude, c'est aussi rendre attractif et désirable l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Et on sait qu'on a un certain nombre de professionnels du bâtiment qui travaillent aussi sur ces questions-là qui sont primordiales si on veut vraiment aller dans la prévention. Merci. Le monde HLM œuvre aussi, puis on n'en a pas trop parlé dans la restitution de l'étude, mais il y a un acteur qui est le monde HLM qui œuvre depuis plusieurs années pour répondre aux besoins générés par le vieillissement de leurs locataires. On a l'adaptation du logement, qui est un premier pilier, mais vous y reviendrez certainement. Les bailleurs sociaux ont également pu développer des initiatives. On parlait de ces initiatives, de ces formes innovantes. Et les initiatives portées par les bailleurs sociaux sont porteuses d'innovation autour d'un habitat intermédiaire adapté aux besoins des seniors, voire à leur désir d'habiter. Je reprends le terme que vient d'évoquer Jessica. Madame Pratt, pouvez-vous peut-être nous présenter justement comment le monde HLM prend en charge les enjeux et les besoins liés au vieillissement des locataires du parc social? Merci. Oui, tout d'abord, vous remercier également pour la synthèse de cette étude que, évidemment, l'USH partage parce que nous y retrouvons l'ensemble de nos problématiques. Donc, on voit bien qu'il y a de quoi mener un partenariat. Là aussi, il y a un vivier. Donc, vraiment, vous en remercier. Le parc HLM, tout simplement au départ, pourquoi un intérêt? On va parler de quelques chiffres, à peu près un parc. Je vous le fais en grosse maille, 5 millions de logements, 33% de ces logements ont au moins un occupant qui a 60 ans et plus. Donc, à partir de là, et en plus avec une répartition territoriale qui est inégale, on a des territoires comme la Bretagne, j'espère qu'il n'y a pas trop de Bretons, mais également la Bourgogne-Franche-Comté, ou alors vous parliez des Iliens, on a la Martinique, et là c'est encore plus frappant comme phénomène. En parallèle, ça, c'est le parc existant. Quand on analyse la demande, nous sommes on a un peu plus de 2,4 millions de demandeurs de logements. Il y a à peu près 10% des demandes qui concernent des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc là aussi, on se dit que le parc HLM a un rôle social avéré, ne serait-ce que par l'examen des chiffres. Avéré parce que derrière, eh bien, vous l'avez évoqué au sein de votre étude, il y a un problème de quittance globale, de précarité, de
paupérisation. En plus, la question énergétique a renforcé la précarité. Donc, de paupérisation qu'on rencontre nous aussi davantage chez les femmes parce qu'il y a la question du veuvage et puis également le parc social qui est réparti sur l'intégralité là aussi du territoire. On n'est pas que sur les métropoles en termes d'aménagement. Donc, tout ça concourt à ce que le parc social se penche très, très sérieusement sur la question du vieillissement et voir un petit peu comment il peut développer des actions. Alors, des actions d'abord sur le parc existant. Le parc existant, eh bien, on a évidemment, alors là, je le dis bien, on le fait au cas par cas. On n'a pas une politique générale, par exemple, de transformation des baignoires en douche ou tout ce que vous voulez. Ça peut se traduire sur certaines résidences, mais globalement, on va dire que sur le parc existant, nous sommes sur une politique au cas par cas parce qu'il s'agit de réellement permettre le maintien à domicile. Et c'est pas une mesure générale unilatérale qui le ferait. C'est vraiment du cousu main, de la dentelle. Donc là, on le retrouve et le bailleur, bon, en lien avec l'ensemble des partenaires, finance les travaux. Ça, on le sait, on va pas revenir sur ces questions. Mais au-delà de l'adaptation pratique matérielle du parc, on a également toute une mobilisation de la gestion locative puisqu'il y a des services nouveaux qui doivent être mis en place sur le patrimoine existant, notamment des services qui permettent de repérer l'isolement, de lutter contre les fragilités. Et là aussi, le bailleur social ne peut pas faire tout seul. Nous ne sommes pas le couteau suisse, on ne peut pas tout prendre en charge. Par contre, notre rôle, c'est bien une alerte sur les territoires. Quand vous parliez de sensibilisation des collectivités locales, d'un portage local, d'une politique locale, on est bien là-dessus. C'est ensemble que nous pouvons faire quelque chose et avec des moyens, on va dire, chacun dans son domaine de compétences et avec des moyens plus mesurés. Donc, sur le parc existant, mais également donc sur le nouveau parc. Et le nouveau parc, eh bien, écoutez, là, on réfléchit d'abord au parc classique que l'on va construire et on réfléchit aussi, est-ce que finalement, on ne pourrait pas avoir une banalisation du logement social, de la conception du logement social qui permette de base le maintien à domicile. Donc là, il n'y aurait plus ces difficultés. On pourrait également traiter d'autres problématiques, mais c'est un thème à part entière. Et puis, au-delà de ça, nous avons les produits spécifiques. On le sait bien, on a la cohabitation intergénérationnelle solidaire. On a M. Pasquet qui va nous en parler, mais on a l'habitat inclusif. On a les résidences cocoon, là, dont vous avez entendu parler. Nous avons, qu'est-ce qu'il y a? Les résidences avec service, les béguinages aussi. Alors, le béguinage, on n'a rien inventé, on a réinventé le béguinage puisque ça existait et on y revient. Donc, réellement, il y a une mobilisation forte. Les HLM et les bailleurs sociaux en général travaillent toujours dans cette anticipation, dans cette innovation par rapport à une réponse aux besoins qui est avant tout territoriale. Avant tout territoriale, donc ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on les retrouve dans les PLH, qu'il faut qu'on retrouve une sensibilisation bien fine à la dentelle au territoire. Donc sur les formes d'habitat, c'est à peu près ça. Après, si vous voulez, je vous évoque tout le travail de l'USH et de la mobilisation, d'abord l'animation du réseau, tout simplement. Donc l'animation du réseau, puisque vous savez que nous éditons régulièrement des plaquettes et notamment des livrets repères. Sur un de nos livrets que vous pourrez consulter si vous le souhaitez. On a bien les solutions alternatives d'habitat intergénérationnel, mais surtout solidaire, parce que derrière nous, la question de la quittance globale, j'y reviens, mais on peut toujours faire, quand on a beaucoup de moyens, si on ne garde pas en perspective notre fil rouge, qui est quand même la quittance globale, je dis bien, avec la facture énergétique et autres, mais sinon on peut tout faire. Mais nous, là, chaque fois, il faut avoir cet élément en filigrane dans toutes nos actions. Donc, il y a tout un travail de publication, de capitalisation au niveau du réseau sur cette revue repère. On a également derrière des journées, des ateliers, des événements, mais surtout, on a un partenariat avec, que ce soit la Banque des Territoires, mais également avec les caisses de retraite, également avec la Direction générale de la cohésion sociale qui nous permet d'avoir le concours personnes âgées. Vous savez que c'est cette année, c'est une année sur deux. Une année, on lance le concours. Une année, on valorise les résultats de ce concours, on capitalise. Cette année, c'est l'année du concours, il vient d'être lancé.
Donc, si il y a des initiatives chez les bailleurs, si vous en avez dans votre partenariat, n'hésitez pas. Puis, plus particulièrement, dernièrement, on revient là sur la question de l'adaptation. Il y avait en suspens le renouvellement de la convention que nous avions signée avec la CNAV qui prenait en charge, parce que, bon, on ne va pas rentrer dans la question de la prime adapt pour le logement social ou pas. C'est pas le lieu ici. Ce que l'on dit, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à toujours trouver des sources de financement. Nous, elles sont diverses et variées. Une fois, on a des exonérations de TFPB, mais ça dépend du territoire, de l'âge du patrimoine, tout ça. Une fois, une autre chose. Bon, et on a la possibilité d'avoir ces financements par le biais de la CNAV, donc, qui permettent de prendre dans les situations dans lesquelles il n'y a pas de financement, donc qui permettent de pallier ce manque, et donc d'avoir la prise en charge des travaux d'adaptation du parc existant. Donc, une vigilance évidemment très, très importante sur cette question. Mais si on boucle, on est exactement pareil sur les jeunes, on est exactement pareil sur le handicap, parce que c'est ce que j'appelle, bon, dans un langage plus direct, mais c'est la vraie vie. Nous avons le vieillissement de nos locataires et on le rencontre au quotidien. Ou on prend un tableur et on commence à faire les chiffres comme ça, ou réellement on écoute nos gestionnaires de proximité. C'est la qualité de service que l'on doit à nos locataires. Et dans ce cas, on est obligé de se sensibiliser, de mener des actions. Merci. Merci à vous. Bien, du coup, peut-être que Monsieur Marlien, qui est un bailleur social qui a peut-être développé un concept, Serenitis, pardon, pour intégrer le bien vieillir au sein de son patrimoine, vous deviez plus particulièrement en Côte d'Or. Et donc, voilà. Voilà, donc un territoire, effectivement, la Bourgogne-Franche-Comté, marqué par le vieillissement de la population. Donc Orvitis, c'est un bailleur départemental, ce qui a fait que très naturellement, très tôt, on s'est intéressé au vieillissement de la population, vu que notre collectivité de rattachement est le chef de file de l'action sociale, voilà, sur le territoire. On est propriétaire de 25% des EHPAD sur la Côte d'Or, plusieurs logements foyers, et historiquement, notre approche du vieillissement en tant qu'acteur sur le territoire, c'était des offres partenariales, des foyers logements, des solutions en fait qu'on développait avec nos partenaires. Donc très tôt, on a été fiers de pouvoir travailler notamment avec la Mutualité française pour imaginer en fait des solutions alternatives d'habitat. Les villages bleus qui se sont fait connaître, on est propriétaire de 2 d'entre eux, qui sont des projets assez exemplaires en la matière. Mais ces projets en fait s'adressent quand même à une petite partie des besoins, et comme il a été exposé tout à l'heure, en fait, l'approche du vieillissement de la population a nécessité une approche plus fine. On s'est dit, il faut plus de solutions. Ces solutions médico-sociales, en fait, étaient très bien gérées, notamment pour un public qui avait déjà une forme de dépendance, je dirais, avancée, ou un âge déjà avancé, ou une situation d'isolement confirmée. Et on s'est interrogé en tant que bailleur, quel pouvait être notre rôle dans ces trajectoires en fait résidentielles, et comment en fait nous pouvions garder plus longtemps nos locataires seniors dans notre parc. Alors il y a l'approche sociale, il y a l'approche territoriale, mais il y a aussi une grande motivation qui est celle d'un gestionnaire. C'est-à-dire qu'on devait aussi lutter contre la vacance dans des territoires ruraux qui étaient désertés par les jeunes et très occupés par des seniors propriétaires. Il fallait rendre désirables en fait des logements locatifs, voilà, pour des seniors. Donc la marque que je vous présente, Serenity, ça a été développé en fait suite à ces réflexions qui ont été engagées dès 2011. Les premières résidences sont sorties en fait en 2017, 3 expérimentations, dont une à Arnay-le-Duc. Bon, je vous laisserai chercher si vous le souhaitez, mais en gros, il y avait beaucoup de vacances, et ce qui nous a permis en fait de retrouver une occupation pleine et entière en fait de cet immeuble. Derrière tout ça, donc c'est une interrogation qui est partie vraiment de comment nous pouvions porter une nouvelle image du logement ordinaire, adapté, accessible avec certaines conditions pour répondre à un besoin de seniors qui sont invisibles. Comme on le disait tout à l'heure, l'approche de la seniorité est souvent sous un angle, une grille de lecture d'ingénieur médico-social. Donc, dès lors qu'apparaissent en fait un gérage avancé et limitant de surcroît en fait nos capacités de pouvoir agir au plus tôt.
L'idée pour nous, c'était de réduire notre périmètre aux seniors, en fait, voilà, qui n'étaient pas dépendants et qui n'avaient pas des fragilités dites irréversibles. Donc, on a développé 3 offres. On m'a demandé d'être succinct. 3 offres. La première, c'est pour répondre en fait aux seniors qui ne souhaitent pas de mobilité résidentielle. Donc, c'est l'adaptation du logement. C'est quelque chose d'assez classique, effectivement, qu'on a déployé. Des fois, qui prend la forme en fait de pavillons et de béguinage en revisitant effectivement d'anciens concepts. Une forme plus résidentielle, absolument pas stigmatisée résidence senior. C'est du logement ordinaire, mais dont on garantit le fait qu'il soit accessible de la rue jusqu'au logement, proche de tous les services essentiels, la santé, le transport. Et puis, donc avec aussi des fréquences de passage renforcées en fait par les personnels de proximité. Ça, c'est important. Et puis surtout, le respect du rythme de vie de chacun. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une occupation intergénérationnelle ou senior. Ce dont on parle, en fait, c'est d'un palier, c'est du calme, c'est du cadre de vie agréable et donc de rendre ce produit désirable. Là, l'occupation, en fait, est sensiblement plus jeune que sur les autres solutions. La troisième solution qui a été développée, c'est l'habitat inclusif, qui là aujourd'hui se développe beaucoup et qui s'adresse principalement, en fait, justement à des femmes qui ont en moyenne plutôt 80 ans et qui se retrouvent seules et qui souhaitent en fait retrouver une vie sociale, sortir de l'isolement ou trouver un logement qui est plus adapté que leur ancienne maison, difficile à entretenir, dont elles étaient propriétaires. Il y a eu 2 grandes surprises par rapport en fait à ces différentes expérimentations menées depuis 2011. La première, c'est effectivement que on avait quand même un turnover important, 10%, la première année, lié au fait qu'on n'anticipait pas assez la mobilité résidentielle, on ne l'accompagnait pas suffisamment. Donc là, il y a encore beaucoup de travaux à faire, à conduire pour pouvoir en fait fluidifier ces parcours de vie au sein du parc. C'est souvent les ruptures qui sont trop brutales qui provoquent en fait une perte d'autonomie. Donc là, le bailleur peut, avec aussi des partenaires, peut-être avoir un rôle à jouer. On s'interroge en fait sur comment en fait faire connaître nos offres, faciliter en fait la prise de décision, sachant qu'en fait ces offres dont je vous parle, là, les 3 offres, il y a 2 à 3 ans d'attente lorsqu'on pose une demande. Donc il faut nécessairement permettre à nos locataires d'anticiper en fait ce parcours de vie où c'est pas au dernier moment qu'on peut prendre la décision. Je pourrais continuer, mais je sais que le temps est contraint. Oui, le temps est rare. Moi, j'avais quand même noté dans l'ordre d'entretien que vous aviez peut-être quand même un peu les clés de lecture du succès, peut-être succinctement de votre offre, parce que vous parlez d'attente et que, mine de rien, vous ne faites pas trop de pub sur sur vos produits parce qu'il y a une telle demande. Donc voilà, juste peut-être donner les trois clés de lecture de manière assez rapide sur le succès de votre offre. Le premier facteur de succès, ça a été de lutter contre des représentations. Créer une marque en fait qui ne soit pas stigmatisée HLM a permis de faciliter beaucoup d'opérations. Nos loyers, c'est 375 € en moyenne, charges comprises, par mois sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, donc la Côte d'Or. C'est pas Paris. Voilà, donc ça, il faut le rapporter, bien sûr. Ça varie selon les niveaux de ressources, ça varie selon plein de critères, les secteurs. Le logement social est réglementé, comme vous le savez. Donc, ce premier facteur a permis de rendre le logement, en fait, plus désirable aux yeux des locataires, mais des collectivités, qui, pour certaines, étaient un peu frileuses à se lancer dans ce genre d'opération. Le deuxième facteur en fait de succès, c'est effectivement de réintroduire ce qu'on avait tendance à faire. On avait tendance à tout externaliser, c'est réintroduire le personnel de proximité. Le troisième facteur de succès, c'est qu'on a voulu dissocier nos pratiques. Aujourd'hui, en fait, on gère beaucoup de flux de demandes. Il faut les canaliser, il faut être performant dans des situations économiques de plus en plus contraintes. Sauf que pour les seniors, il fallait en fait ouvrir les vannes pour qu'ils puissent être écoutés, entendus, faciliter, prendre du temps pour donner de l'information, faciliter la compréhension. Et donc, quand on devait en fait être beaucoup plus efficace pour un jeune qui veut une réponse tout de suite sur un mobile, eh bien, il fallait être beaucoup plus présent, beaucoup plus patient pour pouvoir apporter des réponses. Ça marche très bien aussi. Donc il y a le coût, bien sûr, il y a le montage du projet en fait derrière une marque,
il y a aussi un caractère qui, alors je voudrais pas l'oublier parce que je pense que c'est un élément qui me semble assez important. C'est sur les facteurs de succès de Serenity, c'est que excusez-moi, j'en ai perdu le fil. Oui, pardon. C'est qu'en fait, cette opération, ça a été très important, c'est qu'elle est adaptable sur tous les types d'opérations. Neuf, ancien, rural ou urbain. Et de pouvoir en fait appliquer ça à tous les territoires a permis en fait de déployer l'offre. Nous sommes partis de 3 résidences là aujourd'hui. Nous en aurons plus d'une vingtaine en fait en 2029. C'était 34 résidents concernés en fait au début de l'expérimentation. Demain, ça sera plus de 1600 locataires sur le territoire. Donc, c'était de pouvoir fluidifier tout ça. Merci, c'était important d'avoir ces éléments-là, effectivement, de cadrage. Je me tourne vers vous, Monsieur Zimmer, puisque également, il y a des initiatives aussi qui sont portées par des acteurs privés pour travailler sur des solutions d'habitat centrées sur le bien vivre et bien vieillir des seniors. Et vous avez justement pour travailler sur un mode d'habiter différent et désirable. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler du concept vivre ensemble Alors bonjour, merci pour les résultats. Je pense que la synthèse elle est très bonne. Félicitations pour le travail que vous avez fait parce que c'est un travail qui est complexe compte tenu des différentes singularités qu'il peut y avoir sur les territoires et sur les territoires des différentes complexités entre collectivités. Donc bravo parce que c'est source de beaucoup d'informations. Au titre de Silver Alliance, à titre personnel, j'ai appris que des choses que je savais déjà et ça me rassure parce que ça fait quand même 15 ans que je suis dans ce secteur, donc je suis rassuré que pendant 15 ans, j'ai appris des choses qui sont à peu près correctes. J'aimerais juste, avant de vous parler du projet de Vivre Ensemble, juste rappeler que aujourd'hui, la transition démographique, c'est pas un truc à regarder comme ça. Enfin, pas très loin d'ici, au moment où on se parle, il y a un grand salon qui s'appelle Vivatech, à Porte de Versailles, où là, on parle de transition numérique, de transition digitale, et dans le numérique, de la transition écologique. Pour moi, la transition démographique, elle est aussi importante que les deux premières. Et que pour moi, ça devrait faire l'objet en fait d'un plan stratégique pour la France sur les 10, 20 ou 30 ans qui arrivent. Parce qu'il n'y aura pas de start-up sans répondre à des besoins de personnes qui vivent dans du logement social. Et il n'y aura pas non plus de grande transition écologique si on n'y réfléchit pas avec évidemment des circuits courts, du développement local, de l'économie locale, etc. Je pense que c'est important de le rappeler parce que c'est pas un truc en plus, c'est juste de la systémique. Tout ça, c'est les enjeux de demain. On ne devrait pas, selon moi, parler de la transition démographique pour parler de la transition démographique. En fait, c'est le sujet de vous, de moi. Demain, c'est le sujet de nos parents, pour ceux à qui ont encore la chance de leurs grands-parents. Donc finalement, c'est le sujet de notre vie qui est au cœur des préoccupations quand on parle de la transition démographique. Alors, pour vous parler de Vivre Ensemble, les deux porteurs de projet sont ici. Moi, je suis juste un des acteurs avec qui, je suis un des partenaires au titre de Silver Alliance. Je pense que ça va être très simple à comprendre. Vous avez parlé de désirabilité. Moi, ça fait 15 ans que j'en parle dans la Silver Economy. On ne peut pas faire des médaillons de téléassistance si les gens ne veulent pas les porter. Et on ne peut pas faire des médaillons de téléassistance si les gens ne veulent pas les porter, si en plus de ça, ils ne comprennent pas les bénéfices. Donc, c'est comme la vie de tous les jours, en fait. Les gens qui sont âgés ont acheté des produits, des services toute leur vie. Il n'y a pas de raison qu'à 75 ou à 80 ans, ils aient plus envie d'acheter des produits ou des services, si ce n'est qu'à cet âge-là, ils ont l'expérience de la vie, donc du coup, ils sont beaucoup plus exigeants sur la qualité de service. Donc, c'est très important, en fait, de designer, de concevoir ces produits, ces services en comprenant les usages de ces personnes et pas en réfléchissant en fait aux problèmes à satisfaire, mais vraiment les usages. Donc, c'est ce qui domine beaucoup en fait dans le concept qui est une marque, Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, en fait, on essaie de bannir les termes seniors, retraités, résidence-service. En fait, c'est un ensemble de biens, bien bâtis, qui sont regroupés dans des centres-bourgs,
dans des villes, des petites villes de demain. C'est du foncier qui va permettre, enfin du foncier, puis après de la construction, peut-être de la rénovation, de biens où en fait les gens sont locataires d'un bien, d'un T2, 40 mètres carrés, tout équipé, qui a été pensé pour que justement ils se posent pas la question, ils sont âgés, c'est juste que c'est que du bon sens. Pourquoi mettre une baignoire quand on peut mettre une douche à l'italienne? Et c'est plein de sujets comme ça. Qui peuvent inspirer aussi des grandes compagnies du type la SNCF quand on prend le train. Pourquoi imaginer des produits pour les seniors quand en fait on a les mêmes problématiques quand on a son enfant et sa poussette? Enfin, je veux dire, c'est les mêmes problèmes. Donc du coup, on est sur cette conception qu'on appelle for all, enfin design pour tous. Et l'enjeu, c'est aujourd'hui, si vous faites le constat, enfin vous regardez un petit peu le marché de la résidence-service ou des résidences autonomie. Bon, pour faire simple, le privé et le public. Sur le privé, généralement, vous avez dans le loyer beaucoup de services que finalement beaucoup de gens vont pas utiliser. Et dans la résidence autonomie, vous payez un loyer avec finalement assez peu de services. Et donc, en fait, tout l'enjeu, c'est d'avoir un loyer au juste prix. En fait, le même loyer que si vous aviez un bien à côté, sauf que c'est un bien équipé et qui est pensé pour le vivre le plus longtemps possible. Et après, en fonction de vos besoins dans votre vie, vous accédez à des services. Là où il y a de l'originalité dans ce concept, c'est que les prestataires de services deviennent des clients de la résidence. Souvent, à les résidences, vous avez du mètre carré, vous ne savez pas quoi en faire. Et bien là, vous le valorisez, ils payent un loyer pour avoir accès aux services. Ça répond à une question qui est très problématique dans les services à la personne. C'est la distance qu'il y a entre celui qui travaille, celui à qui il va aller faire la toilette. En général, il faut prendre la voiture. Ben là, on répond à la problématique de la transition écologique. Puisqu'on supprime la voiture, la résidence a ses services. Et ces services sont aussi accessibles pour toute la ville. Et ça, mis dans un endroit qui est dans le centre-bourg, là où il y a un réseau de passage, là où il y a les commerces de proximité. Donc aujourd'hui, c'est en cours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est à horizon 5 ans, une cinquantaine de résidences. Et les maires qu'on rencontre sont très friands de ces sujets parce que ça répond vraiment à leurs problématiques du quotidien. Il ne faut jamais oublier aussi, parce que je suis un petit peu long, mais c'est important de le préciser, il ne faut jamais oublier aussi qu'un maire ou une mairesse, son intérêt, c'est quand même que ses citoyens restent sur son territoire. Il n'a pas envie qu'ils aillent sur un autre territoire parce que c'est ces gens-là aussi qui sont des agents économiques pour les petits commerces locaux. Donc, il y a vraiment une envie de conserver les gens qui ont vécu en fait toute leur vie et à leur fin de vie, qui restent aussi sur ce territoire. Donc ça, on a pris vraiment le sujet sous le prisme économique, social et à l'aune de ces 3 transitions que je vous ai évoquées. Et l'articulation des différentes échelles du bien vieillir dont on parlait. Peut-être, je me tourne du coup, on parlait de la question de l'isolement, qui est souvent intégrée dans la réflexion de l'habitat senior. Et on sait que la création de liens sociaux est un des piliers du bien vieillir chez soi. À cet égard, l'habitat intergénérationnel apparaît comme une réponse peut-être plus connue des professionnels. Mais puis, Monsieur Pasquet, justement, pouvez-vous peut-être nous faire un point de situation sur le déploiement de l'habitat intergénérationnel ou peut-être contextualisant les choses? Oui, merci beaucoup et félicitations. Je reviens comme les autres sur l'étude, c'était très intéressant. Juste, je reviens sur la question qui est en face de moi. Donc, juste une toute petite aparté avant de vous répondre. Bien vieillir chez soi, quelles formes peuvent prendre ce chez soi? Je regardais, j'envoyais pas un SMS tout à l'heure sur mon téléphone. Je regardais le chiffre, c'est 770 000 places. Sur 11 000 résidences qu'on appelle EHPA. Et le H dans EHPA, c'est établissement d'hébergement. Donc d'un côté, on a l'hébergement qui est historique, et si on prend plus le handicap, etc., je crois qu'on arrive à 1,5 million en France de personnes dont le chez-soi est un établissement d'hébergement. C'est pas rien. Et de l'autre côté, on a le logement. Et je pense que l'émergence, il a toujours été là ce terme, mais le fait qu'on utilise le terme habitat inclusif aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on vient convoquer un autre terme qui est celui d'habitat, pas celui de logement et pas celui d'hébergement, pour réinventer quelque chose qui parle d'ouverture sur la cité, c'est un peu violent comme terme, mais déghettoisation. Et pour prendre un exemple, notamment, on a l'accueil de jeunes en résidence autonomie qui est permis par la loi SV depuis 2015. C'est très peu développé, il n'y a pas de politique publique et comme beaucoup de choses, quand un dispositif légal est posé dans
dans la jungle, sans politique publique derrière, il se passe pas grand-chose. Le marché ne pourvoit pas à tout, et je pense que MaPrimeAdapt en est un bon exemple. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas une organisation par l'État de cette question, le marché n'aurait pas pu tout seul régler cette question de l'adaptation systématique des logements, ni le dégrèvement TFPB qui permet de structurer cette question dans le parc social. Et donc, on a l'ouverture des établissements médico-sociaux sur la cité. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est ça, à la base, que vient bousculer un peu la question de l'adaptation du logement pour les seniors, c'est-à-dire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu construire EHPAD, résidence autonomie, et on voit que les choses bougent puisque la CARSAT des Hauts-de-France a récemment fait un appel à projet pour construction de tiers-lieux dans les résidences autonomie. Donc, c'est pas que le logement ordinaire qui devient un endroit où on peut vieillir le plus longtemps possible, 19% de J1 et 2 sur les services d'aide à domicile, 40% je crois si on regarde les chiffres des SIAD, donc du J1 et 2, quand on voit ce que c'est les J1 et 2, ça fait quand même des gens bien fatigués qui restent chez eux très longtemps. Donc c'est possible, et le virage domiciliaire, il est pris depuis bien longtemps. Et il est juste un peu, il y a des reconnexions qui se font. Donc voilà, je voulais juste remettre les choses déjà pour dire ce qui est en train de se passer dans le champ de l'habitat est assez intéressant. Et après, je vais enchaîner tout de suite. Vous inquiétez pas, je parle très vite. Pour rester à domicile, je pense qu'il y a 4 choses importantes, puisque 95%, c'est un vieux chiffre, des gens veulent rester chez eux, ce que les anglo-saxons appellent aging in place. Donc l'idée, c'est pas de construire des nouveaux trucs, c'est les gens, ils veulent rester chez eux, en fait. Et donc, il y a l'accès aux soins, que ce soit médical ou paramédical. L'aide à la vie quotidienne, deuxième pilier. L'accessibilité et l'adaptation du logement, qui n'est pas le même que celui du champ du handicap, et les bailleurs sociaux le savent très bien, puisqu'ils ont tous inventé l'accessibilité CAN, qui est une catégorie particulière qui n'existe pas dans le champ du CCH. C'est-à-dire que quand il y a un ressaut de 2 marches ou 3 marches, c'est pas gênant pour un senior jusqu'à quelquefois 90 ans. Par contre, si les volets sont mécaniques, ça c'est gênant, il a besoin de volets électriques parce qu'avec son arthrose, il va pas pouvoir fermer ses volets. Et le dernier, et j'arrive à mon sujet, c'est le lien social, c'est-à-dire qu'un senior qui reste seul chez lui, d'abord il va mal vieillir. On sait que la solitude a un impact négatif sur le vieillissement, que ce soit psychique mais aussi physique, et en termes de prévention des risques de la vie quotidienne, puisque quand on tombe par terre et qu'on est seul, c'est vite catastrophique. Donc la question du lien social est quelque chose d'important. Donc j'arrive aux enjeux de l'intergénérationnalité sur mon sujet. Alors les enjeux de l'intergénérationnalité, je reviens un peu en arrière. L'intergénérationnalité, c'est un enjeu qui est nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu une petite période il y a quelques années, on disait oui c'est à la mode. Donc non, c'est pas à la mode, c'est un fait social. C'est-à-dire que l'espérance de vie en 1900 c'était 45 ans pour les messieurs et 49 ans pour les femmes. On a un peu quasiment doublé en 100 ans. Donc, on a une structuration de la pyramide démographique qui a rien à voir avec ce que vivaient les êtres humains avant. Donc, l'intergénérationnalité est un fait social nouveau. C'est pas une mode, c'est un fait social nouveau. Et si ça se développe et si cette notion est en train d'être appropriée, et à la faveur de la question de la solidarité intergénérationnelle, c'est pas complètement anodin. Donc ça, c'était juste de remettre un peu l'église au cœur du village, comme on dit. L'intergénérationnalité, c'est un sujet, c'est un fait social très peu étudié. C'est-à-dire qu'on sait étudier les tranches d'âge, mais par contre, le fait de dire parce que j'ai grandi à telle époque, c'est-à-dire j'ai eu tel marqueur sociétal entre 18 et 25 ans, par exemple, j'ai vécu la guerre, etc. Donc, ça m'a coloré, ça m'a donné telle appartenance générationnelle. Il y a très peu de sociologie des générations dans ce sens-là. Donc, c'est en fait quelque chose de très banalisé dans le langage courant, mais qui est très intuitif et qui est très peu étudié par les sociologues comme les race studies, les gender studies, les class studies, etc. etc. Donc, il y a un enjeu qu'on vient solutionner, nous, par la solidarité. Après, chaque génération aussi a sa problématique. Et donc, par exemple, les jeunes ont des problématiques de logement. Petit exemple, 590 € le budget moyen d'un étudiant mensuel, 600 € le prix de la chambre chez l'habitant à Paris, sachant que vous allez voir votre banquier, 600 €, ça vous fait 1800 € de revenus à sortir, chercher l'erreur sur ce marché indécent qui nous structure aujourd'hui. Donc le réseau Cohabilis regroupe une quarantaine de structures qui favorisent le lien intergénérationnel entre les générations pour solutionner la question de la solitude des seniors d'un côté, 62% de veufs et de veuves, 90% des seniors dont le statut matrimonial indique
qui sont dans une situation de solitude avec une bonne sociabilité, sinon ils n'ouvrent pas leurs portes. Et de l'autre côté, des jeunes qui sont en galère de logement et qui ont besoin d'aller chez des seniors. Et donc la cohabitation intergénérationnelle, qui est au cœur du métier de nos structures membres, permet de solutionner par l'entraide. Donc l'entraide est un modèle économique. Il n'y a pas que le capitalisme, le prestataire et le client. Pour redéfinir un peu ce qu'est l'habitat intergénérationnel, qui n'est pas une notion juridique, on peut identifier en gros 5 types. On a la cohabitation intergénérationnelle solidaire qui, elle, est définie dans l'article 117 de la loi Elan. On a l'habitat inclusif avec composante intergé, ce qui n'est pas systématique. On a l'habitat participatif avec composante intergé, ce qui n'est pas systématique. On a l'accueil des jeunes en résidence autonomie. Et on a tout l'usage de l'article 20 de la loi ASV qui permet de réserver des logements à des seniors, dans le parc social et sur lesquels s'indexent des projets de résidence intergénérationnelle dans le parc social. Donc, on peut identifier 5 modèles plus le reste à côté. Je vois que Benjamin va intervenir, mais rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on bascule dans la seconde table ronde. Ça va être très rapide. C'est juste pour tous ceux qui sont ici, juste leur donner en fait un outil qui peut vous permettre quand même d'aborder la transition démographique en vous mettant à la place de la personne qui va la vivre. On vient d'importer du Canada. Le Canada, c'est un pays quand même qui, sur ce type de sujet, est pas mal en avance. Alors, il était pas mal en avance il y a 15 ans. Il est pas mal en retard maintenant parce qu'en France, on a bien rattrapé les choses. Donc ça aussi, il faut de temps en temps le souligner. On avance quand même dans ce pays. Et en fait, c'est une méthode qui s'appelle réflexe aîné. Comment adopter les bons réflexes. C'est une formation en ligne hors ligne. Ça dure 1 heure. Et je peux vous dire qu'au bout d'1 heure, vous savez ce que c'est qu'une personne, comment il faut servir, et servir au sens noble du terme, satisfaire en fait une personne. 2 petits exemples parce que ça va vous parler. Vous envoyez certainement des contrats, ou en tout cas des baux. Parfois, c'est écrit en tout petit. Les personnes n'arrivent pas à les lire parce qu'elles ont peut-être les lunettes qui ne sont pas réglées correctement et parce qu'elles ont des difficultés avec un ophtalmo qui n'est plus sur le territoire. Et puis, la pile, on peut la dérouler. En fait, ce n'est pas à elle de le lire. C'est à vous de le lire pour elle. Simplement, en le faisant à sa place, vous ne la stigmatisez pas. Vous faites juste lire, c'est dans votre process, c'est dans la manière dont vous délivrez un service. Je vous en parle parce que j'imagine que, en tout cas moi je le vois avec des maires, quand on parle du sujet de la transition démographique, en règle générale, ils ont très peur en fait. Ils se disent oh, ça va être pour le prochain maire. Parce que ça veut dire beaucoup de changements dans la collectivité. Et en fait, il faut juste commencer à l'aborder. Il ne s'agit pas d'être parfait sur tout, mais juste déjà d'en avoir conscience. Et parfois, pour en avoir conscience, il faut juste adopter les bons réflexes. Voilà.